Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Nous reviendrons sur le discours du président de la République prononcé le 6 août dernier à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation économique fortement impactée par le coronavirus, mais l'État ivoirien a mis en place un plan de riposte contre la pauvreté. Que devient la première usine de café de Côte d'Ivoire construite par le colonisateur Arthur Verdier dans le village de Lima, dans la sous-préfecture d'Éthiopie? Cette usine qui jadis faisait la fierté est aujourd'hui aux oubliettes. 60 ans après l'indépendance, qu'est-ce qui reste de cette usine? Élément de réponse tout à l'heure. La communauté internationale se mobilise pour reconstruire le Liban. Après le chef de l'État français, le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé à Beyrouth ce samedi. De leur côté, les chancelleries organisent la conférence des donateurs demain dimanche. Le bilan de l'explosion d'entrepôts s'est alourdi à 150 morts. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes à moins de 3 mois d'un grand rendez-vous important, le scrutin présidentiel d'octobre prochain. On a encore en mémoire la crise post-électorale de 2011. L'appel est donc lancé aux filles et fils de la nation ivoirienne pour travailler à la paix et poursuivre la marche du développement. Appel entendu, puisque ce soir, nous avons avec nous un enseignant-chercheur, Dr Kwame Rémy Oussou. Il veut apporter sa pierre à l'édifice de la paix et du développement. Notre invité de la page culture est l'auteur du livre « D'une décennie à l'autre, Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Bonsoir, Dr Oussou. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, la Côte d'Ivoire, pour vous, revient de loin. Dites-nous, qu'est-ce qui l'a tant fragilisé? Merci beaucoup. Je pense que, jadis considéré comme un havre de paix, la Côte d'Ivoire a connu trois grandes crises qui ont vraiment fragilisé non seulement son tissu social, mais aussi économique, à savoir le coup d'État de 1999, la rébellion de 2002 et surtout la crise post-électorale de 2010-2011. Alors, je pense que quand on a encore en mémoire ces trois événements majeurs, je pense que la Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous connaissons maintenant aussi, nous pouvons affirmer avec certitude que la Côte d'Ivoire revient effectivement de loin. Et pour éviter d'autres crises, vous faites des propositions dans votre ouvrage, vous dévoilez quelques réflexions pour bâtir la paix et le développement. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On se retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Dr Oussou. La rédaction de RTI1 continue de décrypter le discours du président de la République prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le jeudi 6 août dernier, le président Ouattara a évoqué plusieurs points, notamment la situation économique durement impactée par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Mais l'État ivoirien a mis en place un plan de riposte pour soulager les populations et les projets sociaux sont aussi en marche pour leur bien-être. L'enseigne Bakayoko. Le chef de l'État l'a admis, les conditions des ménages fragiles se sont considérablement détériorées. En cause, le coronavirus qui a bloqué tous les leviers économiques, avec pour conséquence la baisse des activités, la chute de l'emploi privé et du secteur informel. Le gouvernement a d'ailleurs réagi promptement avec la mise en place du plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA pour juguler la progression de la maladie et d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1 700 milliards de francs CFA. Grâce à ces dispositifs particulièrement généreux, la Côte d'Ivoire fait mieux que se défendre contre la pandémie et ses impacts sur les populations et les entreprises. Il est vrai que le taux de croissance initialement fléché à 7% en 2020 pourrait dégringoler à 0,8%, mais les ressorts de l'économie devraient rester solides. Cette résilience de l'économie ivoirienne est le résultat des bonnes politiques économiques et financières, ainsi que la gouvernance rigoureuse initiée par le président Alassane Ouattara, des politiques à fort impact social. Ainsi, nous avons raccordé des millions de nos concitoyens à l'électricité et à l'eau potable. Nous les avons rapprochés des écoles et des centres de santé grâce à des investissements massifs. Nous avons lancé la couverture maladie universelle. Nous avons amélioré de manière substantielle les revenus de nos parents paysans, augmenté les salaires des fonctionnaires et le SMIC. Nous avons financé les projets
des jeunes et des femmes pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes. Nous avons doté notre pays d'infrastructures modernes et désenclavé des centaines de localités. Toutes ces actions ont permis à la Côte d'Ivoire de gagner 15 points en 9 ans, soit 4 millions de personnes sorties de la pauvreté extrême. Cette dynamique de transformation économique devrait se poursuivre avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes, ainsi que sur le développement social. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui célèbre son indépendance reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise justement sur la sensibilisation pour stopper la progression de cette pandémie. On continue de retrousser les manches pour venir à bout de cette pandémie dans notre pays, une pandémie qui sévit et menace toujours notre santé. Les chiffres de ce samedi 8 août révèlent 96 cas confirmés sur 1245 échantillons prélevés, 91 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 3623 cas actifs. L'heure n'est donc pas au relâchement, mais plutôt au respect des gestes barrières pour préserver notre santé et celle des autres. Voilà, et notez que le président Alassane Ouattara est candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Il a fait l'annonce lors de son message à la nation le jeudi 6 août dernier. Message prononcé à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il indiquait répondre à l'appel pressant de ses concitoyens suite au décès subit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet dernier. Le chef de l'État est donc candidat pour 2 raisons principales, un devoir citoyen et un cas de force majeure après le décès du candidat de son parti, le RHDP. Le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, a rencontré aujourd'hui samedi au siège du parti, à la rue Le Pic, tous les mouvements de jeunes du RHDP. Il les invite à se mobiliser pour la présidentielle d'octobre prochain. Le reportage est signé Chef Kony. 48 heures après l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara de se porter candidat à la prochaine présidentielle d'octobre 2020, les mouvements de jeunes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se mobilisent. Ils ont répondu nombreux à la convocation de la direction exécutive du parti. Adama Bictogo, directeur exécutif, a d'entrée de jeu remercié les mouvements de jeunes pour leur mobilisation exceptionnelle au cours de l'annonce du chef de l'État le 6 août dernier. Il est ensuite rassuré de son soutien permanent pour les actions de mobilisation à venir. Les jeunes qui constituent les forces vives, qui constituent aujourd'hui près de 65-70% de la population électorale et de notre population tout court, il était bon que nous nous retrouvions rapidement pour que je puisse non seulement les féliciter pour la grande mobilisation qu'ils ont réalisée le 6 août, à l'annonce donc de la candidature du président, mais surtout pour leur dire que le président vient de répondre à leur appel et que ce sacrifice que le président va consentir, c'est un sacrifice pour eux. Face à certaines rumeurs persistantes relativement à des velléités de manifestations contre la candidature annoncée du président de la République, Adama Bictogo s'est voulu clair. D'abord, nous n'allons pas répondre aux provocations d'une certaine opposition qui, à la vérité, se retrouve avec 50-100 personnes qui brûlent des pneus. Ce que nous disons, nous n'accepterons pas que des gens malveillants perturbent la quiétude des Ivoiriens. Nous allons le traduire par la majorité que nous représentons. Donc j'ai demandé aux jeunes que face aux provocations, qu'ils démontrent qu'il y a une majorité qui est là et que nous refusons la violence, mais nous allons faire valoir notre majorité. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre prochain. La majorité présidentielle a perdu brutalement son candidat déclaré en la personne de feu, Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet dernier. Depuis le jeudi 6 août 2020, le RHDP a un nouveau candidat en la personne du président sortant, Alassane Ouattara.
Voilà, et justement, les jeunes des différents mouvements et associations du RHDP soutiennent la candidature du président Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain. Ils se sont retrouvés au Palais de la Culture ce samedi 8 août, exactement un mois après le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour honorer sa mémoire. Ils ont rendu hommage à celui qui devrait porter l'étendard de leur parti à la présidentielle. C'est ce que nous rapporte Sidonie Davila. Déjà un mois que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tiré sa révérence. C'était le 8 juillet dernier. AGC, considéré comme le fils du président de la République, aura marqué par son travail et son abnégation sa génération, mais aussi des plus jeunes. C'est cette tranche de la population, membres des mouvements et clubs de soutien du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a envahi le Palais de la Culture pour rendre un hommage au lion du RHDP. C'est un devoir de mémoire à l'intention du Premier ministre Amadou Gon, mais aussi et surtout de rendre donc hommage, mais surtout de nous approprier le discours du président le plus illustre du monde entier, le président Alassane Ouattara. Cette cérémonie d'hommage chargée d'émotions a été aussi marquée par des témoignages. Je vous appelle aujourd'hui pour vous dire, quand tu veux suivre quelqu'un dans ta vie, il faut suivre un modèle, il faut avoir un repère. Et moi, mon repère, c'était Amadou Gon Coulibaly. Pour ces jeunes, célébrer AGC, c'est aussi apporter un soutien au président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris la décision de briguer un autre mandat. On aime Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly aime Alassane Ouattara. Donc nous aimons Alassane Ouattara. Nous avons déjà chaussé nos léquins. Nous sommes prêts pour la bataille. Un message appuyé par leurs différents responsables venus les soutenir. Soyons fiers de notre parrain. Les valeurs qu'incarnait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et les a prises toutes des mains du président Alassane Ouattara. Donc nous sommes des AG6 qui se reconnaissent en la personne du président Alassane Ouattara. À partir du moment où le président a répondu favorablement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aller sur le terrain. Et c'est ce en quoi je voudrais engager tous les jeunes qui sont ici. Je note l'engagement que vous avez pris, celui de faire en sorte que le 31 octobre, notre président, notre candidat, puisse gagner ces élections dès le premier tour. Un engagement pour lequel le MONASCO, Mouvement national de soutien à la candidature unique au RHDP, se sent déjà prêt. À partir des jours à venir, nous allons envahir toutes les régions pour dire aux Ivoiriens de voter le candidat du RHDP, le président Ouattara. À l'instar du MONASCO, les jeunes des autres mouvements et clubs de soutien ont aussi pris l'engagement de traduire leur force et leur amour pour AGC par des actions concrètes sur le terrain pour la victoire du parti. On en arrive aux réactions des téléspectateurs suite au discours du chef de l'État prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Réaction surtout à l'annonce de sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Notre reporter Éric Goré nous rapporte l'ambiance vécue du côté des Gagnois. À l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat. Le discours du président de la République tenu à la veille de la fête de l'indépendance a suscité des réactions à travers tout le pays. C'est le cas des populations de Ouagayo, dans la région du Gor. Les autorités coutumières et politiques, sans attendre, saluent de manière unanime ce message à la nation. Je suis d'accord pour qu'il soit candidat. Je lui dis merci pour le travail qu'il fait pour Ouagayo, pour le travail qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est notre président, nous tous. Donc sa candidature, nous les femmes aussi, nous l'acceptons. Oui, c'est un citoyen ivoirien comme tout autre. Il peut être candidat, mais surtout ce que nous souhaiterions, c'est que les travaux qui ont commencé sous le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
Continue. Un président qui vient au pouvoir, qui peut travailler pour les Ivoiriens, surtout nous les jeunes, je suis partant. On se demandait qui pouvait redresser cette Côte d'Ivoire, qui pouvait encore de nouveau réunir les Ivoiriens. Après la crise post-électorale, à moins de 10 ans, les Ivoiriens se sont tous retrouvés et réconciliés. Il reste encore quelques points. Si demain lui-même n'était pas là, qui réussira à réunir les Ivoiriens de nouveau? C'est toute une joie pour nous qu'il a accepté de faire ce sacrifice-là pour nous. Le président de la République a répondu favorablement à la demande des Ivoiriens de se présenter à l'élection du 31 octobre prochain. Les populations dans la région du Logibwa, précisément à Divo, se prononcent aussi. Elles ont exprimé leur joie dans les rues, comme nous le rapporte Konaté Moussa. Parade dans les rues de Divo après l'adresse du président de la République Alassane Ouattara à la nation. Des populations expriment leur joie suite à l'annonce du chef de l'État qui a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Pour ces populations de Divo, cette décision du président Alassane Ouattara est synonyme de continuité de la politique de développement et de la cohésion sociale dans le pays. Une décision très attendue par les militants du RHDP. Heureuses de la candidature d'Alassane Ouattara, ces populations de Divo promettent sortir massivement le 31 octobre pour voter et assurer la victoire du RHDP. Rendons-nous à Sassandra et à San Pedro pour voir l'ambiance à l'annonce de la candidature du président de la République à la présidentielle d'octobre prochain. Une ambiance rapportée pour vous par Sam Kona. J'ai décidé de Les populations de Sassandra n'ont même pas laissé le président Alassane Ouattara terminer son discours à la nation qu'elles ont laissé éclater leur joie. Le bout des phrases qu'elles attendaient depuis est enfin prononcé. Le président Alassane Ouattara annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Partout dans les rues de Sassandra, des parades de motos et de voitures à l'image des grandes victoires. Mais je suis inondé de joie parce que je fais partie de ceux qui sont intervenus pour demander au président de faire son premier mandat de la 3e République. Et aujourd'hui, il a répondu à mon appel. Donc je suis un homme heureux. C'est un nouveau mandat et une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. Avec Alassane, c'est le renouveau. Pour le ministre Philippe Allégré, cette candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat est une chance pour la Côte d'Ivoire. Une grande chance pour les Ivoiriens. Et c'est une grande chance et un espoir, et un très grand espoir pour la région du Bokeh. Même ambiance à San Pedro à l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Liesse populaire à la place Ado, où les populations ont pu suivre sur un écran géant la retransmission du discours. C'est l'homme qu'il faut comme Alassane. Vraiment, on prie le bon Dieu pour qu'il puisse lui donner une longue vie, une santé, pour qu'il puisse toujours gouverner ce pays-là, pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Un long cortège de motos et de voitures avec à sa tête le maire Félix Anoblé a sillonné les rues de la ville pour exprimer cette joie de voir le président Alassane Ouattara briguer un nouveau mandat. Et quelle a été l'ambiance du côté de Mans, dans l'ouest ivoirien? Voyons les réactions après le discours du chef de l'État qui a mis fin au suspense en annonçant sa candidature. On en sait un peu plus avec notre correspondante Eve Bouy. Salle Amadou Gon Coulibaly de l'hôtel de ville de Mans ce jeudi 6 août 2020. Membres et sympathisants du RHDP suivent avec attention la retransmission en direct de l'adresse du président de la République à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Le président annonce sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2020. Manifestation de joie dans la salle et dans les rues de Mans. Les populations s'expriment
Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que le président a écouté le peuple de Côte d'Ivoire. Que le président a décidé de continuer pour que notre pays ne tombe pas dans la difficulté. C'est un discours qui nous engage encore à plus de stabilité, qui nous promet encore plus de prospérité, qui nous promet encore plus de paix. Et pour cela, nous aimerons saluer la hauteur d'esprit de M. le Président de la République. C'est un ultime sacrifice que nous lui avons demandé. Et par amour pour la Côte d'Ivoire, il a accepté. Moi, je voudrais saluer cela et dire qu'il y va de l'intérêt de tous les Ivoiriens en réalité. Ça me plaît, pour qu'il n'a qu'à rendre le pays, bon, sans rouge, il n'y a pas de développement. Hein. C'est un discours que nous attendions. Nous avons été très heureux d'entendre le président pour préserver les acquis, parce qu'il faut savoir que nous sommes agents de développement et pour faire le développement, il faut la paix. Sincèrement, moi j'ai été émue quand j'écoutais son discours. Il a toujours été sage, mais cette fois-ci, je pense qu'il allait au-delà de tous les dires. Donc vraiment, je tenais à le féliciter. Et le candidat, moi je suis content, parce qu'il a fait le 10 ans, et le 10 ans, il y a quelque chose qui est en train de changer. Les dés sont jetés. Rendez-vous est donc pris le 31 octobre 2020. Et en attendant, faisons une halte pour voir ce que devient la première usine de café de Côte d'Ivoire construite par le colonisateur Arthur Verdier à Elima, village de la sous-préfecture d'Éthiopie. Cette usine est devenue l'ombre d'elle-même. Pourtant, jadis, elle faisait la fierté de la région. Nos reporters sont donc allés sur les traces de cette structure qui a ouvert la voie à plusieurs autres initiatives agricoles. Voyons ce qu'il en reste aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance de notre pays. C'est un reportage signé Jean Lebon. Au cœur des cocotiers, Elima. C'est dans ce paisible village de la sous-préfecture d'Éthiopie, sur la côte de la lagune Abi, dans le département d'Adiaké, qu'a été bâtie la toute première école de la Côte d'Ivoire. Mais Elima n'est pas que le berceau de l'école ivoirienne. Il a abrité les premières plantations de café du pays et surtout la toute première usine de café. Toutes créées par le français Arthur Verdier. Une histoire de plus de 100 ans qu'Assou Aïko, fils du village, essaie de nous raconter. Il y avait des locomotives qui transportaient le café au bord de la lagune. Il y avait son quai qui était là-bas. Après son quai, il y avait des petits bateaux qui transportaient le café décortiqué en pleine mer. Pendant ce temps, il avait son grand bateau qui était costé de la mer d'Assini. Ce bateau faisait la navette entre la Côte d'Ivoire et La Rochelle. Décortiqueuse, wagon rouillé, vieux tracteur, le village d'Elima est parsemé de vestiges, rappelant cet embryon de l'industrie caféière de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à 1980, il y avait encore des séries de café de M. Arthur Verdier là-dedans. Et ils ont commencé à travailler de 1866 jusqu'à la veille de l'indépendance. C'est-à-dire quand ils ont senti l'arrivée de l'indépendance, ils ont commencé à rentrer un peu. Aïko Assoun s'est érigé en conservateur de ce patrimoine historique. Tout comme lui, Dr Antoine Foba, enseignant-chercheur et fils de la région, considère Elima comme l'un des piliers de l'actuelle puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Comme les parents ont été associés, pas de façon volontaire, mais à travers des travaux obligatoires, ils savaient plus ou moins comment procéder à la culture. Donc, je dirais que c'était un héritage pour assurer la relève. Et donc, à partir de là, je dirais que les choses ont commencé à avancer. Et l'économie de la Côte d'Ivoire, à partir donc de ces plantations-là, a commencé, toute prétention mise à part, a commencé à prendre son envol, voilà, à partir donc de cette zone. Pilier de l'économie agricole, Elima est tout simplement pilier de la Côte d'Ivoire moderne, selon cet intellectuel. La création des plantations a impulsé la création de la toute première école de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il était question de communiquer entre toute cette masse représentée par la main-d'œuvre et puis les colons. La trouvaille, c'était donc d'instituer une école pour permettre de former
des administrateurs, pour former donc des intermédiaires à la tâche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec environ 80 000 tonnes, est le 3e exportateur mondial de café. Mais cette culture a quasiment disparu à Elima, remplacée par le palmier, le cocotier ou le cacao. Il faut que l'État pense à créer quelque chose en remplacement de l'usine. Même s'il n'a pas pu réhabiliter l'usine, mais il faut qu'on crée une autre usine ou bien une autre infrastructure telle que une école de formation dans la région, à Elima, juste pour le symbole, pour la mémoire de celui qui a créé la première école. Juste pour le symbole, une piqûre de rappel en reconnaissance à Elima, la terre où tout a commencé. Voilà, et espérons que cette usine sera restaurée pour le rayonnement de la région. C'était un reportage de Jean-Luc Bambo. La Côte d'Ivoire indépendante a eu 60 ans ce 7 août. Coronavirus oblige. La célébration de cet anniversaire a été limitée, vous l'avez vu, à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. Une célébration sobre tenue ici à Abidjan comme à l'intérieur du pays, notamment à Grand Laou. 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire, la célébration a été sobre à Grand Laou pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Réduite à une présentation de prise d'armes, cette commémoration a été placée sous le signe de paix et de cohésion sociale. Elle a été également l'occasion pour le préfet du département du Grand Laou d'égrener les grands projets de développement entamés dans sa circonscription. À quelques mois des élections présidentielles, le représentant de l'État a exhorté les populations à cultiver les valeurs de paix pour la stabilité du pays. La pandémie du coronavirus. Honneur militaire, salut aux couleurs, allocution du préfet Swaliou Soumaoro, qui a fait le tour de l'actualité en Côte d'Ivoire. La Covid-19, dont le respect des consignes du Conseil national de sécurité est non négociable. L'élection présidentielle, dont un des fils du terroir, Alassane Ouattara, est candidat. Swaliou Soumaoro a demandé à la population de contribuer à une élection apaisée, car la Côte d'Ivoire doit continuer sa marche vers le développement. Il faudra surtout éviter de tomber dans les erreurs du passé, a-t-il indiqué. C'est la sous-préfecture de Kong qui a servi de cadre à la célébration du 7 août. Préfecture de Ouangolo-Dougou, le préfet du département, Jean-Pierre Souris, fait son entrée. Revue des troupes, montée du drapeau, la Côte d'Ivoire souveraine à 60 ans. Un anniversaire célébré dans la ville aux deux frontières en tenant compte de la réalité planétaire, la pandémie du coronavirus. Le sujet a d'ailleurs été abordé par le préfet Jean-Pierre Souris, qui a également invité la population à faire de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 un moment où seule la démocratie aura droit de citer. La quota aux couleurs nationales. Les populations de ce département de la région du Lodibois, aux côtés de leur préfet, célèbrent les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration faite dans le respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Dans son adresse, le préfet de la Kota, Carmen Amanchia, a fait le point de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, et de son gouvernement, surtout dans leur gestion de la crise sanitaire. C'est pourquoi elle invite ses administrés au respect strict des gestes barrières et surtout à une période électorale apaisée. Une situation qui passe, selon elle, par le renforcement de la cohésion sociale et le respect de l'autorité de l'État. À Gagouré, dans le département de la Kota, le sous-préfet Kassoum Bamba a profité de la célébration de l'indépendance pour inviter les populations à la cohésion sociale, notamment à l'approche de la présidentielle. Un vœu entendu par les cadres de Gagouré. Ici à Gagouré, nous avons toujours eu des élections apaisées. Nous avons toujours donné le message de paix que nos populations ont toujours compris. Des actions sociales ont également marqué ces festivités, dont d'une ambulance et l'installation du nouveau médecin de Gagouré. Cette année, crise sanitaire oblige. C'est la cour de la préfecture d'Azopé qui accueille la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une commémoration soft dans la sobriété pour saluer les efforts du gouvernement pour le développement de la nation ivoirienne. Le préfet des régions, après une minute de silence en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a saisi l'occasion pour inviter la population au renforcement de la cohésion sociale et surtout au maintien de la paix en cette année électorale. Avant son adresse à la population, le préfet des régions, Andrew Kwak, a eu droit à une prise d'armes avec différentes unités de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des eaux et forêts.
accompagné des pompiers civils. Cérémonie sobre du fait de la pandémie du coronavirus. La célébration du 60e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale à Daoukro a été l'occasion pour le préfet des régions de l'IFU d'exhorter ses compatriotes à privilégier le dialogue en toutes choses et surtout à éviter les rumeurs en cette période préélectorale. Julie Sonoaka a passé en revue toutes les informations qui font l'actualité dans le pays, à savoir le décès brutal du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le démantèlement de 600 orpailleurs clandestins dans la forêt classée des Trocros, les actions du Conseil régional en faveur des populations de l'IFU et les efforts incessants de la Commission électorale indépendante pour l'organisation d'élections justes et transparentes. Pérenniser les acquis de l'indépendance par l'ardeur au travail et par la cohésion sociale, tels sont les maîtres mots de l'adresse du préfet des régions du Sud-Komoué, Bonu Kofi Ernest, aux populations de la région pour ce 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration faite sobrement sur l'esplanade de la préfecture d'Aboasso. Le préfet a salué et rendu hommage au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour les projets réalisés dans plusieurs domaines. Des projets qui donnent d'espérer un avenir meilleur pour le Sud-Komoué. Il a également invité la population au civisme, à la courtoisie et surtout au maintien de la paix sociale. À l'étranger, la communauté internationale se mobilise pour reconstruire le Liban. Après Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé à Beyrouth ce samedi. De leur côté, les chancelleries s'activent pour préparer la conférence des donateurs annoncée pour demain dimanche. Elle sera co-organisée par l'ONU et la France. Le but est de mobiliser une aide humanitaire d'urgence pour la population libanaise durement frappée par l'explosion d'entrepôts sur le port. C'était le mardi dernier et le bilan s'est alourdi à 150 morts. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Kwame Rémi Oussou. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, auteur du livre « D'une décennie à l'autre, Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire ». Alors, j'ai une question en page de couverture. Oui. Vous posez une question à vos lecteurs. C'est une question du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Il a dit, et je cite, « Il est temps, grand temps, que chaque Ivoirien se demande « Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Signé Félix Houphouët-Boigny. Alors, dites-nous, pourquoi cette référence au père fondateur de la nation ivoirienne et comment vous répondez à cette préoccupation? Merci beaucoup. Je pense que vous me donnez aussi l'opportunité de dire que chaque citoyen, chaque Ivoirien, à quelque niveau qu'il se trouve, est responsable un peu de la marche de la Côte d'Ivoire. Généralement, on se dit que c'est les politiciens, les gouvernants, ceux qui sont en autorité, qui doivent, les décideurs qui doivent faire le maximum d'efforts. Mais moi, je pense que, quel que soit le niveau social, le niveau professionnel que nous tenons, nous pouvons jouer aussi un rôle. Et c'est ce rôle-là mis ensemble, c'est tous ces rôles mis ensemble qui vont faire que la Côte d'Ivoire va atteindre ses objectifs. Et ce n'est pas de façon fortuite si vous avez fait référence au premier président ivoirien. Non, ce n'est pas du tout fortuit parce que la vision qu'il avait, c'est de bâtir une Côte d'Ivoire solide sur la paix. Enfin, en prenant la paix comme référence principale. Et nous l'avons constaté que pendant son règne, je pense qu'il a plus ou moins créer les conditions pour que la paix soit possible, la paix soit vraiment une valeur partagée par tout le monde. Justement, et c'est pour cette raison que j'ai pris cette réflexion pour mettre en page de couverture du livre. D'accord, et vous nous invitez justement à bâtir la paix et le développement dans votre ouvrage, vous donnez des pistes de réflexion. Absolument. On va suivre ensemble ce résumé bien fait par notre reporter Franck Wadio. On suit et on en reparle après. Alassane Ouattara et le défi de la gouvernance en Côte d'Ivoire. L'exercice de l'essai tenté et réussi par Kwame Rémi Oussou, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Le sociologue interroge l'histoire en s'appuyant sur références scientifiques et empiriques pour étayer le récit. Un récit qui est en fait une exploration des acquis et programmes mis à exécution par le gouvernement du président Alassane Ouattara. 7 chapitres déclinés et un rappel historique pour contextualiser le discours. Et cela tout le long du récit. Il explique par exemple comment à partir de 2012, l'économie ivoirienne a effectué une gradation ascendante exprimée par un renforcement de la demande d'investissement public et le dynamisme des secteurs secondaires et tertiaires,
sans toutefois occulter les raisons à certains niveaux du difficile redémarrage, surtout dans les années 2011, en accent sur l'agriculture d'exportation, l'extraction minière et les perturbations des campagnes café-cacao. L'auteur, à partir du chapitre 5, précise les initiatives ayant participé à la reconstruction puis au relèvement du pays, en notant à chaque étape les principaux indicateurs. Bref, un guide de 163 pages pour qui voudrait interroger aujourd'hui le bilan de la gouvernance du président Alassane Ouattara, un ouvrage référence donc. Voilà, on va faire un petit voyage dans le passé, puisque dans votre ouvrage, vous évoquez 3 grandes périodes de crise en Côte d'Ivoire, 99, 2002, 2010. Alors pourquoi nous rappeler ces souvenirs douloureux? N'est-ce pas prendre le risque de remuer le couteau dans la plaie? Non, pas du tout. Je pense que si j'ai fait ce petit voyage dans le passé pour rappeler ce que nous avons vécu, parce qu'avant, la Côte d'Ivoire était considérée par tout le monde comme un havre de paix par rapport à tout ce que nous vivions et tout. On pensait que c'est quelque chose, enfin, ces crises ne pouvaient pas nous arriver. Malheureusement, c'est arrivé à 3 périodes distinctes de la vie de la Côte d'Ivoire. Alors, je fais référence à ces périodes-là pour juste attirer l'attention des uns et des autres, pour dire que, en fait, on sait comment une crise commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Alors que chacun à son niveau prenne un peu la mesure de la chose et qu'il mette l'intérêt du citoyen ivoirien au-dessus des siens. Alors c'est pourquoi j'ai essayé de rappeler cela. Sinon, ça n'a rien de partisan, mais je voudrais que chacun à son niveau puisse bâtir cette paix, cette ressource rare, même jalousée par certains pays, que nous avons contribué à mettre en place. Il est bon aussi de tirer les leçons de son passé. Alors, oui, vous rappelez aussi les séquelles de ces crises, notamment la crise post-électorale de 2010-2011, cette crise qui a fait 3000 morts. Et ce n'est pas tout. Non. Il y a plusieurs séquelles. Oui, je pense que en fait, ces événements douloureux qui sont arrivés à la Côte d'Ivoire sont allés par gradation. Le coup d'État n'a pas fait trop de victimes. La rébellion de 2002 non plus, parce qu'il y a eu un certain apaisement après la coupure du pays en 2, mais la crise post-électorale, en fait, on a l'impression que c'est le sommet, en fait. C'est le summum. Là, on parle même de 3000 morts. On ne sait pas s'il y en a plus ou pas, hein. Ça, c'est juste ce qu'on a pu décompter. Et ça, ce sont les dégâts humains? Oui, ça, c'est juste les dégâts humains. Au plan économique, au plan économique, oui, je pense qu'au plan économique, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Parce que, vous savez, l'économie est bâtie par l'homme. Et si l'homme n'a pas la paix, l'homme ne vit pas dans la paix, l'économie ne pourra plus marcher. Et on a vu aussi les infrastructures qui ont été détruites. Vous voyez qu'après la crise post-électorale, lorsque il a fallu rebâtir la Côte d'Ivoire, il y a plein de choses qu'il fallait faire, il y a plein d'infrastructures qu'il fallait remettre en état et tout. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on doit faire sortir, en fait. Or, justement, cet argent-là aurait pu construire ou bien permettre quand même de consolider les acquis que nous avions si la crise n'était pas intervenue. C'est pourquoi il faut bâtir la paix. Justement. Et notre pays se prépare à aborder notre période électorale, un grand rendez-vous. Oui. Et on sent la peur s'emparer des uns et des autres. Comment construire ce lit de la paix dans cette ambiance? Je pense que, de par les bruits de bord que nous entendons un peu partout et surtout les rumeurs, tout le monde s'inquiète. Mais je pense que, d'une certaine façon, il faut plus ou moins rester serein. Ce que moi je propose, c'est que chacun essaie de tirer les leçons du passé et qu'il s'interroge. Est-ce que s'il y a une crise ou bien s'il y a une guerre, est-ce qu'il est dans mon intérêt quand même de participer à ce genre d'événement? Parce que sur la base de ce que nous avons vécu, je pense que nous n'avons pas du tout intérêt à ce qu'une telle situation se renouvelle en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je me dis que après ce que nous avons vécu en 2010, et si nous avons pu quand même nous relever jusqu'à maintenant, si une telle période arrive encore, ce sera vraiment difficile qu'on se relève. Et on croise les doigts, ça n'arrivera pas. Absolument, non. Il n'y a pas de développement sans paix, vous le dites dans votre ouvrage. Ces deux notions sont inséparables. Oui. Ce sont des notions jumelles, comme vous l'expliquez dans votre livre. Oui. Et notre pays a 60 ans d'indépendance, plus que l'âge donc de la maturité. Oui. Alors ce message de paix et de développement ne devrait donc pas avoir du mal à passer auprès de toutes les couches sociales. En principe. Comment vous relayez le message sur Merci beaucoup. Je pense que nous avons un capital, en fait. Ce que nous avons en propre, c'est que tous les leaders politiques, quel que soit leur bord, reconnaissent que tout le monde a besoin de la paix. Donc déjà, c'est déjà quelque chose. Il n'y a pas des leaders qui disent « Non, moi, je vais aller en guerre, moi, je vais faire ça ». Non, tout le monde est regroupé autour de cette valeur sacrée-là. Tout le monde en parle. Maintenant, ce sont les actes. Justement. Ils doivent accompagner ces paroles. Oui, je pense que
c'est un pas que nous n'allons plus franchir, en fait. Parce que si on le franchit, sincèrement, je pense que tout ce que les gens nous ont apporté comme confiance, comme capital confiance, qui nous a permis quand même d'arriver à ce niveau aujourd'hui, je pense que vous cette voulez parler des confiance-là, investisseurs, de la communauté internationale. Oui, ces investisseurs quand même vont se rétracter. Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez servi en Centrafrique au programme de désarmement, de mobilisation. Oui. C'était en 2009-2011. Oui. En Centrafrique, d'ailleurs, quand je suis parti du Japon, lorsque j'arrivais en 2009, le pays était vraiment à terre. Et même les responsables des Nations Unies, à partir de New York, sont venus là pour dire que, en tout cas, la Centrafrique avait disparu des radars des investisseurs internationaux. Alors, c'était un dernier effort. Donc, on leur offrait la chance de saisir la paix. Sinon, on allait les laisser à leur propre sort. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Les fonds qu'on a mis à disposition, les gens n'ont pas su utiliser. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons maintenant là-bas. Donc, c'est pour dire que la paix, c'est une ressource rare qu'il faut rechercher. Et d'ailleurs, vous voyez, quand il y a la paix dans un pays, généralement, vous êtes jalousés, en fait. Donc, c'est une ressource ou bien une valeur que nous devons tous, de quelque bord que nous soyons, nous devons chercher à la renforcer et surtout à la préserver. D'accord. Et justement, en bâtissant donc la paix, nous préservons nos acquis, absolument, le développement, tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquis. Oui. Merci, Dr Kwame Rémy Oussou. Malheureusement, le temps nous persécute, mais nous avons compris l'essentiel de votre message. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de votre contribution à la paix et au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Comme on l'a entendu, la paix est un trésor inestimable et il ne saurait prospérer sur le terrain de la violence. Alors, pour notre bonheur et celui des générations futures, construisons ensemble la paix dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. À 23h, retrouvez Herman Guivet. Demain, 13h, Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous avec plaisir à 20h. Prenez soin de vous.